Bonjour, ici Yann Patrick Conan et dans cette vidéo, je vous fais un tutoriel sur comment utiliser le modèle Microsoft Excel du Super SWOT. Déjà, commençons par rappeler le concept du Super SWOT. Il s'agit d'améliorer l'analyse SWOT classique pour plus d'efficacité au niveau de la stratégie et des opérations de votre entreprise ou de votre activité. Il s'agira donc d'ajouter une composante quantitative à l'analyse qualitative que l'analyse SWOT propose de façon classique pour faciliter la prise de décision rationnelle basée sur des données. Le processus donc d'amélioration de ce SWOT se fait en 5 étapes. La première étape sera d'identifier les différents facteurs clés de succès ou d'échec. Donc c'est l'analyse SWOT comme on l'a fait d'habitude, identifier les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Ensuite, quantifier ces différents facteurs, les croiser entre eux, formuler différents axes stratégiques après les avoir croisés et évaluer ces différentes stratégies-là. Alors concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Déjà, je vous montre le contenu de votre téléchargement. Lorsque vous aurez téléchargé votre modèle SWOT, vous aurez le modèle SWOT, analyse Super SWOT, le modèle Excel, et vous aurez aussi une présentation PDF qui vous explique encore une nouvelle fois comment améliorer votre analyse SWOT. Lorsque vous allez ouvrir le fichier, le modèle Excel, vous allez remarquer que c'est un nouveau fichier qui va s'ouvrir. Vous voyez analyse SWOT 1 Excel. C'est un tout nouveau fichier qui va s'ouvrir avec différents onglets. Donc le premier onglet démarrage rapide vous présente brièvement le contenu des différentes feuilles de travail et comment comprendre les différentes annotations que vous allez y trouver. Mais la première feuille de travail réellement, c'est la matrice d'évaluation quantitative des facteurs, donc des facteurs externes et des facteurs internes. C'est classiquement l'analyse SWOT, seulement que c'est présenté différemment parce qu'il va falloir quantifier ces différents facteurs. Donc vous voyez, il y a une colonne pondération, évaluation et score pondéré. La colonne pondération correspond La colonne pondération correspond au niveau d'impact que le facteur en question peut avoir sur votre entreprise. Et cette pondération est évaluée en pourcentage. Cela représente l'importance que ce facteur a pour votre entreprise. Donc par exemple, vous aurez les différentes opportunités, menaces, forces et faiblesses. Lorsque vous les évaluez en pourcentage, vous allez dire par exemple pour les opportunités, pour la première opportunité par exemple, quel est son poids pour votre entreprise, quelle est son importance pour votre entreprise, vous accordez un pourcentage. Donc tout à l'heure nous allons voir un exemple dans lequel vous allez voir en détail comment chaque colonne fonctionne et comment les utiliser. La deuxième colonne évaluation correspond au niveau de performance actuelle de votre entreprise vis-à-vis du facteur étudié. C'est donc une mesure sur une échelle de 1 à 4, pas de 0. Même si votre performance est au plus bas sur ce point-là, ne mettez pas 0. Et en même temps, ça fausserait l'analyse de la feuille de travail. Donc, choisissez une note entre 1 et 4. 1 qui correspond au niveau le plus bas, c'est-à-dire vous êtes carrément en dessous de la moyenne. Et 4 pour dire que vous avez un positionnement, vous avez une efficacité, une performance excellente. Concernant ce facteur-là, vous êtes largement au-dessus du lot. Donc, une note de 1 à 4 sur cette échelle. Et le score pondéré sera donc le produit de la pondération et de l'évaluation pour avoir le véritable poids que ce facteur-là représentera pour votre entreprise. Ensuite, la deuxième feuille de travail correspond à la partie où vous devez croiser maintenant les critères. Donc, vous voyez que c'est un tableau SWOT croisé. Contrairement au tableau SWOT classique qui est présenté avec 4 cadrans. Et ce tableau SWOT croisé est souvent appelé TOWS. Donc T-O-W-S, l'inverse de SWOT pour dire que cette fois, plutôt que de juste présenter la matrice, on croise les éléments entre eux. Donc vous verrez que vous aurez 4 types de stratégies. Les stratégies force-opportunité, donc comment utiliser vos forces pour profiter des opportunités. Les stratégies faiblesse opportunités, donc comment réduire vos faiblesses en exploitant les opportunités. Les stratégies force-menace, comment utiliser vos forces pour réduire les menaces de votre environnement. Et les stratégies faiblesse-menace, comment réduire
à la fois vos faiblesses tout en vous protégeant des menaces. Donc, vous pouvez entrer simplement votre stratégie dans ces différents cadrans. Et dans l'exemple de tout à l'heure, je vais vous montrer pratiquement comment ça se fait. C'est ici que vous allez définir vos stratégies. Et ces stratégies-là seront étudiées sur cette dernière feuille qui est la matrice QSPM ou la matrice de planification stratégique quantitative. C'est véritablement la dernière étape où vous allez évaluer chaque stratégie. Bien sûr, on va retrouver la colonne pondération que vous avez définie dans la feuille analyse externe. Donc cette colonne pondération là, vous la retrouvez ici pour évaluer le poids du critère, le poids du facteur, pardon. Ensuite, vous allez accorder un score d'attractivité à chaque stratégie pour trouver un score total d'attractivité. Alors, le score d'attractivité, c'est l'intérêt de la stratégie que vous étudiez vis-à-vis du facteur interne ou externe considéré. Ce sera un score donc compris entre 1 et n, en sachant que n est le nombre de stratégies utilisées. Ça veut dire que si vous étudiez 5 stratégies, comme c'est le cas dans le modèle de base, vous pourrez ajouter, bien sûr, si vous avez 7, 8, 10 stratégies, vous pourrez simplement copier les colonnes. Voilà, dupliquer les colonnes pour avoir voilà, de nouvelles stratégies, stratégie 6, ainsi de suite. Donc là, par exemple, par défaut, vous avez 5 stratégies que vous étudiez. Ça veut dire que vous allez accorder un score d'attractivité allant de 1 à 5. Chaque stratégie n'aura pas le même score d'activité. Donc, 2 stratégies n'auront pas le même score d'attractivité par rapport aux mêmes critères. Le score total d'attractivité est donc l'intérêt pondéré de la stratégie étudiée vis-à-vis du facteur externe ou interne considéré. L'importance du critère ajoute du poids à la pertinence ou non d'une stratégie par rapport au facteur étudié. Au final, vous avez un score d'attractivité cumulé qui apparaîtra dans les colonnes, dans les cellules du bas, les cellules en vert. Et la stratégie qui aura le score cumulé le plus élevé sera celle qui donc présente le plus d'intérêt eu égard à tous les facteurs qui auraient été identifiés et surtout par rapport aux facteurs principaux. Alors, tout ça, ça peut paraître abstrait. Donc, je vous propose de voir un exemple concret. Nous allons étudier le cas d'IKEA. Alors, j'ai juste repris des données sur internet d'IKEA. C'est des données qui datent de 2012, il me semble, 2011-2012. Donc, nous allons juste reprendre la matrice SWOT, l'analyse SWOT qu'ils avaient fait eux-mêmes, et nous allons l'appliquer avec notre modèle et voir ce que ça donne au résultat. Donc, voici l'analyse des forces, faiblesses et opportunités menaces qui avait été faite par IKEA, que j'ai retrouvé sur le site www.succesmarketing.com. Donc vous pourrez visiter ce site là après pour retrouver les mêmes données. Au niveau des forces donc d'IKEA, c'est que l'espace intérieur des magasins est très engageant. De nombreuses personnes y vont simplement pour voir ce qu'il y a de neuf sans besoin particulier au départ. Ce qui est très intéressant pour stimuler des achats spontanés, des achats compulsifs non prévus. La deuxième force, c'est que de nombreux produits sont vendus à des prix imbattables, mais l'on y trouve aussi des produits très chers et de très bonne qualité. Il existe très peu de business qui parviennent à se positionner aussi clairement sur ces deux segments de marché opposés. La troisième force, c'est qu'aujourd'hui, IKEA met la durabilité de ses meubles en avant au travers de différentes communications. En 2011, IKEA recyclait plus de 85% de ses emballages et la chaîne effectue par exemple un contrôle très strict de ses fournisseurs. La dernière force, la quatrième qui avait été identifiée, c'est qu'il y a une vraie écoute des besoins des clients. De nombreuses études de marché montrent qu'IKEA est dans le top 10 des entreprises rencontrant la meilleure satisfaction client. Au niveau des faiblesses, on a deux faiblesses différentes. Donc certains marchés géographiques connaissent des difficultés. Par exemple, de nouveaux magasins ont été ouverts au Royaume-Uni, mais la croissance du nombre d'enseignes sur un territoire donné fait décroître la fréquentation individuelle des magasins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une croissance proportionnellement inverse du nombre de magasins et du nombre de clients. Plus IKEA ouvre de magasins, moins il y a de clients qui vont dans les magasins, par magasin bien sûr. Donc la densité des ventes réalisées par magasin diminue. Les enseignes IKEA ne sont pas situées en centre-ville. Elles sont situées autour des grandes villes uniquement, et un client qui habite dans une petite ville de province doit faire un long trajet
pour s'y rendre, ce qui augmente le coût global de l'achat. Les opportunités qui se présentent à IKEA sont que l'e-commerce permet de pallier aux problèmes de non-proximité, donc aux problèmes d'éloignement des points de vente qui ont été relevés précédemment dans les faiblesses. Et des pays en plein développement comme la Chine offrent des opportunités pour la fabrication de meubles à bas coût. Les prix de vente peuvent donc rester très bas. De notre côté, ces nouveaux marchés regorgent d'opportunités d'expansion. IKEA en Chine, par exemple, c'est 1,5 milliard de clients potentiels qui veulent vivre à l'européenne. Ces meubles sont donc une très bonne représentation. Les menaces qui s'appliquent à IKEA dans ce contexte sont que une entreprise comme IKEA devra toujours combattre contre des enseignes à l'offre beaucoup plus large. Certaines vendent des meubles, des mobiles, des télévisions, etc. IKEA devra un jour se diversifier encore plus dans son offre de produits. La deuxième menace, c'est que IKEA est présent sur le marché du meuble, qui est un marché relativement mature. Il est sur tous les marchés nationaux suffisamment porteur. IKEA connaît certaines difficultés pour entrer sur des marchés émergents comme l'Inde et la Chine. Il faut donc prendre des partenaires locaux. Ils doivent donc prendre des partenaires locaux sur certains marchés pour les occuper. Et ces partenaires pourraient prendre plus de 50% de ces parts, donc des parts d'IKEA, ce qui serait inacceptable pour IKEA. Voici donc les différentes forces, faiblesses, opportunités et menaces qui se présentent à IKEA. Voyons maintenant comment est-ce que, avec la matrice, avec l'analyse Super SWOT, ce cas peut être analysé. Donc, j'ai simplement synthétisé et retranscrit les différentes forces et faiblesses, opportunités et menaces dans la fiche d'analyse interne-externe, donc dans la matrice d'évaluation quantitative. Alors, on retrouve les opportunités, donc l'e-commerce qui permet de pallier aux problèmes d'éloignement, les faibles coûts de production dans les pays en développement, les grandes opportunités d'expansion dans ces pays en développement, etc. Dans la colonne pondération, j'ai ajouté un pourcentage. Donc, le poids, l'importance que cela a pour IKEA. Alors, pour ces données chiffrées, c'est des chiffres que j'ai mis de façon empirique juste pour l'exemple. Ça ne cadre pas forcément avec la réalité qu'IKEA a traversée à ce moment-là. C'est juste pour l'exemple de ce tutoriel. Les pondérations qui ont été mises pour les facteurs externes doivent tous cumuler à 100%. Si vous avez un cumul par exemple, si je mets ici 15%, si vous avez un cumul qui n'arrive pas à 100%, vous avez le message erreur qui vous dit que vous êtes en dessous de 100%, vous n'avez pas encore atteint le quota. Et si je mets 25 par exemple, vous voyez erreur plus, pour dire que nous avons dépassé les 100%. À ce moment-là, il faut être vigilant. Par contre, si vous êtes à 100%, juste ça vous marque 100% tranquillement. Donc, j'ai ajouté différents facteurs et vous voyez les symboles. La marque de validation verte ici pour dire que c'est le facteur externe le plus important. La croix rouge pour dire que c'est le facteur externe le moins important. Et les points d'exclamation, les signes orange pour dire que ce sont des facteurs d'une influence moyenne pour l'entreprise. Dans la colonne d'évaluation, nous avons mis des notes. Donc disant que par exemple, sur le volet e-commerce, IKEA est dans la moyenne, ok, avec des possibilités d'ouverture de sites internet pas extraordinaires, juste dans la moyenne, juste un site comme il faut. Du point de vue des coûts de production, IKEA s'en sort quand même au-delà de la moyenne avec des productions à moindre coût dans les pays étrangers et puis une performance moindre sur la pénétration des marchés étrangers. Donc j'ai mis 1 par exemple. Pour les menaces, j'ai fait la même chose, ok, des enseignes concurrentes qui ont une offre beaucoup plus diversifiée. Là, IKEA n'est pas très performant sur ce facteur-là qui a une importance de l'ordre de 15% relativement aux autres facteurs. Alors, je tiens à préciser que la pondération se fait relativement aux autres facteurs. Ça peut être un facteur très important pour l'entreprise, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui sont encore plus importants. Donc, c'est une pondération relative qui, justement, cumule à 100%. J'ai fait la même chose donc pour les forces et les faiblesses. Donc, avec des notes allant de 1 à 4.
pas de 0, pas de 5. De toute façon, si vous mettez, prenons un exemple, si je mets ici 0, il le barre, il met erreur. Ça passe pas. La colonne marque en rouge. Si je mets 5, pareil, ça passe au rouge parce que c'est une note qui ne correspond pas. D'accord. Ensuite, avec les scores pondérés, vous voyez apparaître en bas à droite un total. Donc ici, pour les facteurs externes, opportunités et menaces, nous avons 1,9 comme score pondéré total. Et pour les facteurs internes, nous avons 2,9. Alors, qu'est-ce que ces chiffres représentent? Vous avez une légende juste en dessous, total des scores pondérés. Alors, si le total des scores pondérés est inférieur ou égal à 2,5, 2,5 qui est la moyenne en fait entre 1 et 4, si ce total de score est inférieur à 2,5, donc inférieur à la moyenne, alors on peut dire que l'entreprise ne profite pas suffisamment de ses opportunités et est exposée aux menaces. Ou alors, dans le cas des forces et faiblesses, qu'elle ne profite pas suffisamment de ses forces et qu'elle est sujette à ses faiblesses. Elle est victime de ses faiblesses. Si le score est égal à 2,5, on dira que l'entreprise ne tire pas spécialement son épingle du jeu, mais peut basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut tomber dans l'assujettissement aux menaces et aux faiblesses sans profiter suffisamment des forces et des opportunités. Ou alors, elle peut commencer à profiter de ces opportunités. Elle est juste dans une situation intermédiaire qui, généralement, est assez rare. C'est très rare. Généralement, les scores tomberont soit au-dessus, soit en dessous de 2,5. Et pour les scores qui sont au-dessus de 2,5, ça veut dire que l'entreprise exploite convenablement ses opportunités et ses forces pour réduire ses menaces et ses faiblesses. Donc là, on peut analyser en disant que IKEA profite bien dans l'ensemble de ses forces et sait bien gérer ses faiblesses. Par contre, elle a du mal à profiter des opportunités du marché et est exposée aux menaces. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de l'analyse croisée, donc là, vous voyez on vient de faire les deux premières étapes. La première étape, identifier les facteurs. La deuxième étape, quantifier les facteurs. Nous passons maintenant à la troisième étape où il faut croiser ces différents facteurs. Et c'est vraiment là où tout le travail de réflexion, où tout le travail d'analyse va se faire. Bien sûr, après, en dehors de la première phase qui est une phase d'identification classique. C'est vraiment une phase de réflexion intense parce qu'il va falloir que vous croisiez chaque facteur l'un avec l'autre. Donc, croiser chaque force avec les opportunités et essayer de voir comment est-ce que vous pouvez élaborer une stratégie qui permette d'exploiter par exemple une force pour profiter d'une opportunité ou d'exploiter une force pour se protéger, se prémunir d'une menace, ou alors comment réduire une faiblesse en exploitant une opportunité, ou alors comment réduire une faiblesse en se protégeant d'une menace. Ça fait 4 types de stratégies. J'ai déjà fait une première phase de réflexion dessus, histoire de gagner du temps dans ce tutoriel. Et voici les stratégies. Je me suis juste limité à 4 stratégies, mais on peut en trouver plus. Ok, comme je vous disais certainement dans la présentation, dans le PDF que vous allez voir, il est possible de trouver pour chaque croisement de formuler une stratégie. Certaines seront farfelues, certaines seront irréalistes. Ces stratégies farfelues et irréalistes, vous pourrez carrément les mettre de côté, d'office. Vous savez que c'est pas réaliste, ce n'est pas plausible, ça n'a aucun sens. Et c'est avec ces 4-là que nous allons continuer l'analyse. La première stratégie consistera donc à déployer une offre unique et compétitive sur des marchés émergents. Donc, on va exploiter la force numéro 3 avec l'opportunité numéro 3. La force numéro 3, c'est que la politique de développement durable permet d'améliorer la qualité des meubles et qu'il y a de grandes opportunités d'expansion dans les pays en développement. Donc, on va proposer des produits de qualité et durables sur ces marchés en développement, d'où déployer une offre unique et compétitive sur les marchés émergents. Pareil pour la faiblesse numéro 2 et l'opportunité numéro 1, ce sera de créer des boutiques en ligne avec un service de livraison. Cela nous permettra donc de réduire le coût global d'achat pour les clients tout en profitant des opportunités d'e-commerce.
La stratégie numéro 3 sera donc de mettre en place un programme de fidélité client qui exploite le bouche à oreille, parce qu'on a remarqué que les clients sont très satisfaits, le niveau de satisfaction est très élevé et qu'en même temps, il y a beaucoup de concurrence avec des offres diversifiées. Il serait intéressant donc de fidéliser la clientèle qui est déjà là et qui est déjà satisfaite et de les utiliser justement, le bouche à oreille, de les utiliser pour attirer de nouveaux clients. Et la dernière stratégie serait donc d'exploiter la faiblesse numéro 1 et la menace numéro 2, qui sera donc de provisionner des possibles pertes internationales en désinvestissant dans l'expansion géographique européenne. Parce qu'il a été mentionné que la densité des ventes par magasin est en baisse du fait de la multiplication des magasins. Et d'un autre côté, que les marchés internationaux sont assez imperméables et peuvent faire perdre jusqu'à 50%. Donc, pour couvrir ces pertes de 50% de parts sur le marché, pourquoi ne pas économiser sur des dépenses d'ouverture de magasins sur le plan local? Voici donc les 4 stratégies que nous avons pu tirer. Voici donc les 4 stratégies que nous avons pu tirer de cette petite matrice SWOT. Voyons maintenant laquelle des stratégies serait la plus intéressante pour IKEA dans un tel contexte. Je vais essayer d'agrandir un peu ma fenêtre pour que ce soit plus visible. Donc nous sommes maintenant sur la dernière feuille, la matrice de planification stratégique quantitative. Et comme je vous disais, il s'agira d'attribuer un score entre 1 et 4 ici parce que nous avons 4 stratégies. La première stratégie sera donc de conquérir les marchés émergents. La deuxième, ouvrir des boutiques en ligne avec un service de livraison. La troisième sera de mettre en place un programme de fidélisation client. Et la quatrième stratégie consiste à désinvestir en Europe. Vous voyez, comme je vous disais, automatiquement, les facteurs que vous avez enregistrés, que vous avez inscrits sur la feuille analyse interne sont automatiquement reportés sur la feuille QSPM, de même que sur la feuille de la matrice Towers. Et la colonne pondération est elle aussi directement reportée sur la feuille de planification stratégique quantitative. Ce qui vous reste à faire, c'est de définir maintenant des scores d'attractivité. En d'autres termes, à quel point est-ce que la stratégie 1 est attractive par rapport à l'opportunité 1. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la stratégie conquérir les marchés émergents, est-ce que c'est la meilleure option pour profiter des opportunités d'e-commerce? Donc, le score le plus élevé, qui est de 4, et le score le plus faible est de 1. Le 4 a été attribué à, par exemple, la boutique en ligne parce qu'on se rend compte que ouvrir une boutique en ligne est la meilleure option qui permet d'exploiter les opportunités d'e-commerce. Sans équivoque. C'est la meilleure option et désinvestir en Europe, ça ne contribue en rien à profiter des opportunités d'e-commerce. En tout cas, pas directement. Ça peut peut-être aider à dégager des ressources pour la gestion des opérations e-commerce, mais il n'y a aucun impact direct de cette stratégie-là sur l'exploitation de ce facteur, de cette opportunité. Ensuite, conquérir des marchés émergents peut s'avérer une option intéressante pour profiter des options d'e-commerce parce que justement, il sera possible de développer des services d'e-commerce dans ces nouveaux marchés-là. Mais c'est quand même assez indirect par rapport à l'ouverture immédiate de boutiques en ligne. Et bien sûr, faire un programme de fidélisation peut s'appuyer sur des ressources e-commerce, mais ça aussi c'est assez indirect. Et comme je disais, le dernier, désinvestir en Europe, est vraiment la solution la plus éloignée de cette opportunité d'e-commerce. Donc voici comment vous réfléchissez pour accorder vos scores d'attractivité à chaque stratégie. Et vous faites cela pour chacune des stratégies, chacun des facteurs, opportunité, menace, force, faiblesse. Voilà, le travail a été fait et voici les scores que nous avons. Pour la première stratégie, donc la stratégie de conquête des marchés émergents, nous avons un score de 5.1. Pour l'ouverture de la boutique en ligne, 6.2. Pour l'ouverture le lancement du programme de fidélisation, 5.85. Et désinvestir en Europe, 3.05. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces scores? Comment est-ce qu'il faut les interpréter? Ça veut simplement dire que, eu égard aux facteurs qui ont été identifiés,
et selon l'importance qu'ils ont pour l'entreprise. Les facteurs les plus importants donc ont cette marque verte et ce sont ceux-là qui ont le plus de poids, qui sont les plus déterminants dans le succès ou dans l'échec de l'entreprise. Et il s'avère que c'est la stratégie numéro 2, c'est-à-dire ouvrir des boutiques en ligne avec un service de livraison qui permet le mieux de satisfaire à la majorité de ces facteurs importants. Si vous remarquez, sur tous ces facteurs importants, la stratégie numéro 2, la stratégie des boutiques en ligne, obtient des scores assez élevés. Bon, bien sûr, à part ici où le score est moyen, mais sur les autres facteurs, les scores sont parmi les plus élevés, entre 4 et 3. Donc, on a 4, 3, 4 et 4. Et c'est pour ça que ce score-là est le plus élevé. Sur les autres facteurs, par exemple, désinvestir en Europe a carrément les notes les plus basses. Okay? Ça peut paraître une bonne option sur le moment, mais à la lumière des différents facteurs et des différentes opportunités, menaces et des forces et faiblesses de l'entreprise, il s'avère que ce n'est pas la meilleure stratégie. Et elle arrive même en queue de fil. La stratégie de conquête des marchés émergents apparaît comme une super opportunité, mais quand on analyse par rapport à tous les facteurs de l'entreprise, on se rend compte qu'en fait, c'est pas non plus la meilleure option. Les meilleures options qui se présentent sont d'abord d'ouvrir des boutiques en ligne avec des services de livraison et ensuite de mettre en place un programme de fidélisation. Alors l'entreprise, une fois qu'elle atteint cette analyse, ce résultat final là, peut décider de lancer d'abord la stratégie principale, celle qui apparaît comme la meilleure, ou alors de lancer les deux en même temps, ou alors de se décider pour une autre. Mais le fait est que au final, vous aurez un résultat clair, vous aurez un résultat précis, vous aurez un résultat basé sur des données mesurables, des données mesurées, des données quantifiées, qui vous permettent de savoir quelle est la meilleure option et pourquoi est-ce que c'est la meilleure option. Ici, ouvrir des boutiques en ligne avec un service de livraison est la meilleure option parce que ça permettra non seulement de profiter des opportunités d'e-commerce, d'éventuellement, même si on doit aller conquérir des marchés étrangers, de profiter de ces différents marchés étrangers. Cela permettra aussi de pénétrer ces marchés plus facilement si éventuellement on maintient l'option d'aller à la conquête des marchés étrangers et même sur des marchés européens qui sont difficiles d'accès. L'utilisation d'un site de vente en ligne, d'une boutique en ligne, peut permettre de renforcer le positionnement de l'entreprise et d'augmenter encore, de maintenir ce niveau de satisfaction élevé. Ça peut permettre aussi de pallier au coût élevé d'achat pour les personnes qui sont à distance avec la commande et la livraison. Donc, c'est l'option qui propose le plus d'avantages selon l'analyse qui a été faite. Et voici exactement comment vous utilisez la feuille, la matrice Super SWOT pour analyser, définir une stratégie et évaluer votre stratégie pour savoir, évaluer vos stratégies pour savoir laquelle implémenter en premier, laquelle implémenter ensuite, ainsi de suite. Donc je rappelle que c'est un modèle Excel que vous pourrez utiliser à répétition. N'oubliez pas que le fichier original, lorsque vous l'ouvrez et vous ouvrez un fichier indépendant, que vous pouvez enregistrer comme vous voulez. Rappelez-vous aussi que les différentes pondérations doivent cumuler à 100%. 100% pour les facteurs externes, c'est-à-dire opportunités et menaces, et 100% pour les facteurs internes, c'est-à-dire force et faiblesse. La colonne évaluation doit contenir des scores entre 1 et 4. Et pour la colonne, pour les notes de satisfaction, les notes de score d'attractivité, il s'agira de donner une note entre 1 et n. N étant le nombre total de stratégies que vous analysez. Si vous aviez 10 stratégies à analyser, vous auriez des notes entre 1 et 10. C'est un peu comme si vous faites le classement de ces différentes stratégies par rapport aux facteurs que vous analysez. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel va vous aider réellement à exploiter
toutes les potentialités que vous offre le Super SWOT. Je vous souhaite une bonne réussite et vous pouvez toujours nous suivre sur stratinteco.com, vous abonner à notre blog. Cette vidéo de tutoriel sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez la revoir autant de fois que nécessaire, à n'importe quel moment si vous avez besoin d'un nouvel éclaircissement sur l'utilisation des feuilles du modèle Super SWOT. C'était Yann Patrick Conan, je vous dis merci, au revoir et bonne réussite à vous.